Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours qui porte sur l'immunité antivirale. On va suivre le plan suivant. Tout d'abord, on va faire une petite introduction, puis on va présenter les deux volets de l'immunité antivirale, à savoir l'immunité innée et l'immunité adaptative. Ensuite, on va aborder le principe de la latence virale, puis les réponses antivirales qui sont délétères pour l'organisme. Et enfin, on va voir quelques stratégies d'évasion qu'utilisent les virus pour échapper au système immunitaire. Comme vous le savez, les virus sont des micro-organismes intracellulaires obligatoires. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'une cellule hôte pour se répliquer. Alors, ils dépendent de la machinerie enzymatique de leur hôte, à la fois pour la synthèse de leurs protéines ainsi que pour leur réplication. Ils sont incapables de se répliquer par eux-mêmes. Ils sont composés d'un acide nucléique, soit de l'ADN, soit de l'ARN, ainsi que d'une capside protéique. Cet acide nucléique peut être de l'ADN ou de l'ARN, mais il peut être aussi simple brun ou double brun. C'est ce qui constitue la base de la classification des virus en famille, la nature de l'acide nucléique. En plus de l'acide nucléique et de la capside protéique, certains virus possèdent en plus une enveloppe qui va envelopper la capside protéique. Et cette enveloppe, ils l'empruntent à la cellule hôte qu'ils ont infectée lorsqu'ils sortent de cette cellule par bourgeonnement. Enfin, les virus peuvent infecter divers types cellulaires par endocytose après liaison à des récepteurs cellulaires de surface. Donc, le tropisme cellulaire des virus dépend des récepteurs auxquels ils sont capables de se fixer et de la distribution de ces récepteurs sur les différentes cellules et tissus. Les virus peuvent causer divers dommages cellulaires par plusieurs mécanismes. D'abord, la réplication virale peut interférer avec la synthèse protéique normale de la cellule. Donc, elle va perturber le métabolisme normal de la cellule. Ensuite, les virus peuvent causer l'endommagement et la mort de la cellule infectée. C'est ce qu'on appelle l'effet cytopathogène. Certains virus, après leur réplication à l'intérieur d'une cellule, pour sortir de la cellule, ils vont causer la lyse de cette cellule. C'est l'effet cytopathogène. Et c'est ce qui donne ce qu'on appelle les infections lytiques. Ensuite, les virus peuvent causer des dommages tissulaires par stimulation des réponses inflammatoires délétères. Parfois, c'est le système immunitaire qui cause les dégâts tissulaires. Et enfin, les virus peuvent donner des infections latentes qui sont difficiles ou impossibles à éliminer. Donc, ce sont des infections dormantes qui peuvent être portées par l'organisme parfois à vie. La réponse immunitaire antivirale de façon générale a pour but la neutralisation de l'infection et l'élimination des cellules qui sont déjà infectées. Les mécanismes de l'immunité antivirale peuvent être subdivisés en 4 groupes, selon qu'ils appartiennent à l'immunité innée ou à l'immunité adaptative, et selon que ce soit des mécanismes protecteurs, donc des mécanismes qui vont éviter une infection, ou alors des mécanismes qui vont éradiquer une infection qui est déjà établie. Alors, dans le premier groupe, nous avons des mécanismes de l'immunité innée qui ont un effet prophylactique. Donc, ils protègent contre l'infection, ils vont éviter l'infection. Dans ce groupe, on va classer principalement des effecteurs tels que les cytokines du groupe de l'interféron type 1. Ce sont des cytokines qui sont sécrétées dès la détection d'une infection par un virus et qui vont protéger d'autres cellules, notamment des cellules voisines de la cellule qui est infectée. Elles vont les protéger contre l'infection par ce même virus. Ensuite, nous avons des éléments de l'immunité adaptative qui peuvent avoir un effet protecteur, notamment les anticorps. Les anticorps, lorsque nous avons des anticorps dirigés contre le virus,
la liaison de ces anticorps à ces virus va pouvoir neutraliser les virus, donc en recouvrant leur récepteur, leur ligand au récepteur cellulaire, et en évitant que ces virus puissent infecter de nouvelles cellules. Ça, c'est pour les éléments protecteurs. Pour les éléments qui sont capables d'éradiquer une infection après son établissement, donc qui sont capables d'éliminer des cellules qui sont infectées par un virus, il s'agit principalement de cellules cytotoxiques. Pour l'immunité innée, nous avons les cellules NK. Les lymphocytes NK sont des lymphocytes de l'immunité innée. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de reconnaître un antigène de façon spécifique. Par contre, ils ont d'autres mécanismes de reconnaissance et ils sont capables d'éliminer une cellule qui a été infectée par un virus. Dans le volet de l'immunité adaptative, ces cellules cytotoxiques sont représentées principalement par les lymphocytes T cytotoxiques CD8 positifs. Les lymphocytes T CD8 positifs reconnaissent spécifiquement l'antigène viral exprimé à la surface de la cellule infectée par ce virus et ils reconnaissent cet antigène par le biais des récepteurs spécifiques de l'antigène, qu'on appelle le TCR. Donc une fois qu'ils reconnaissent cet antigène, ils vont attaquer la cellule qui le présente et ils vont pouvoir éliminer à la fois cette cellule infectée et le virus qu'elle contient. Les éléments de l'immunité antivirale interviennent aussi dans une séquence parce que leur délai d'activation est variable. Bien sûr, les éléments les plus rapides qui vont intervenir le plus rapidement sont les éléments de l'immunité innée. Premièrement, les éléments solubles, qui sont les cytokines, notamment les interférons de type alpha, qui sont les éléments qui répondent le plus vite dès l'apparition de l'infection virale. Ensuite, il y a les éléments cellulaires de l'immunité innée, qui sont représentés principalement par les lymphocytes NK. Et dans un deuxième temps, on va voir apparaître les éléments d'immunité adaptative. Alors, les éléments de l'immunité adaptative, c'est soit des cellules, soit des molécules solubles, donc l'immunité adaptative cellulaire ou immunité adaptative humorale. Il faut savoir que l'immunité adaptative humorale seule n'est pas capable d'éliminer une infection virale, parce que le virus est un pathogène intracellulaire. Les anticorps ne peuvent pas atteindre un antigène intracellulaire. Donc, il faut l'intervention de l'immunité cellulaire, justement. Il faut qu'il y ait intervention de cellules cytotoxiques pour éliminer des cellules infectées. Et c'est justement le rôle des CTL, le rôle des lymphocytes T cytotoxiques. Donc, leur taux va augmenter et elles vont agir par élimination des cellules infectées, puis ce taux va atteindre un plateau lorsque les titres du virus baissent, c'est-à-dire lorsque l'infection est maîtrisée, le taux des lymphocytes T cytotoxiques atteint un certain plateau, puis il va baisser. Par contre, le taux des anticorps dirigés contre ce virus, il va augmenter, mais il ne va pas baisser tout de suite. Il va persister dans le sang. Donc, certes, il y a une diminution très progressive, mais le taux des anticorps antiviraux va persister très longtemps dans le sang après la maîtrise de l'infection virale. Et donc, ces anticorps circulants vont plus tard servir à empêcher une nouvelle infection par ce même virus. Alors, on va commencer maintenant à décrire les éléments de l'immunité innée antivirale. Alors, les principaux mécanismes employés sont, premièrement, l'activation du complément par les voies de l'immunité innée. Nous savons qu'il existe plusieurs voies d'activation du complément et celles qui appartiennent à l'immunité innée sont la voie alterne et la voie d'électine. L'activation du complément aura pour conséquence la lyse des virus enveloppés par le complexe d'attaque membranaire. Donc le complexe d'attaque membranaire va permettre de lyser les enveloppes
des virus qui sont enveloppés. On vient de dire que tous les virus ne sont pas enveloppés. Donc cette enveloppe, elle a pour rôle aussi de cacher les épitopes qui sont portés par la capside protéique. En éliminant cette enveloppe, on va dénuder et exposer les épitopes de la capside protéique. La deuxième conséquence de l'activation du complément, c'est l'opsonisation des virions. Donc, les fragments du complément vont agir comme opsonines et ils vont faciliter la phagocytose des virions, donc des particules de virus. Il y a aussi l'effet des peptides antimicrobiens qui vont s'attaquer au virus directement. Il y a l'effet de reconnaissance par les récepteurs de l'immunité innée, qu'on appelle les PRR. En effet, la réponse immunitaire antivirale commence lorsque des cellules immunitaires reconnaissent des motifs d'origine pathogène, notamment d'origine virale, par des récepteurs qu'on appelle les récepteurs de l'immunité innée. Il y a l'effet d'inhibition par les interférents de type 1. On va voir comment agissent les interférents de type 1, comment ils sont stimulés et comment ils agissent pour stimuler d'autres cellules et molécules de l'immunité. Et enfin, on va voir comment les cellules infectées peuvent être éliminées par des lymphocytes NK. Les senseurs de l'infection virale sont bien sûr les PRR, les récepteurs de l'immunité innée. Alors on peut classer ces récepteurs en deux groupes. Premièrement, on peut les classer en ce qu'on appelle la famille des TLR, qui sont les Toll-like récepteurs, qui représentent une famille très importante parmi les récepteurs de l'immunité innée. Donc ces TLR, comme vous pouvez le voir, portent seulement des numérotations, donc TLR 1, 2, 3, 4, etc. Ceux qui sont représentés ici sont les TLR qui sont impliqués dans la réponse antivirale, parmi lesquels certains sont plus importants que d'autres pour la réponse antivirale. Par exemple, le TLR3, qui est un récepteur qui reconnaît les ARN double brin, qui sont une structure qu'on retrouve quasi exclusivement chez les virus. Puis nous avons les TLR7 qui reconnaissent des ARN simple brin d'origine virale et les TLR9 qui eux reconnaissent plutôt de l'ADN d'origine prokaryote. Donc ces trois récepteurs reconnaissent des acides nucléiques d'origine virale et peuvent, en reconnaissant ces acides nucléiques, déclencher une réponse immunitaire. Les deux autres TLR qui sont représentés ici, le TLR2 et le TLR4, vont plutôt reconnaître des structures protéiques qui font partie de la composition de la capside virale. L'expression de ces TLR peut varier. Par exemple, le TLR3 est surtout exprimé par des cellules dendritiques CD8 positives et l'expression du TLR7 et du TLR9 est surtout présente sur des cellules dendritiques plasmacytoïdes. Les cellules dendritiques plasmacytoïdes sont un type particulier spécialisé de cellules dendritiques qui sont d'origine lymphoïde et qui ont une morphologie qui ressemble aux plasmocytes. Donc on les appelle cellules dendritiques plasmacytoïdes. Et elles ont un rôle très important dans la réponse antivirale parce qu'elles ont surtout un rôle lorsqu'elles sont stimulées, elles ont un rôle dans la sécrétion et la synthèse de quantités importantes d'interférents de type alpha. Et puis nous avons un deuxième groupe qui sont les récepteurs non TLR. Donc ce sont des molécules qui sont pour la plupart cytoplasmiques. Donc ce ne sont pas des molécules membranaires, la plupart d'entre elles sont cytoplasmiques. Et elles peuvent, elles aussi, lorsqu'elles sont stimulées par des PAMPs, c'est-à-dire des motifs d'origine virale, elles peuvent initier et activer des réponses immunitaires
qu'elles soient innées ou adaptatives. Mais d'abord, les réponses immunitaires innées. Les membres les plus importants de ce groupe sont, par exemple, le RIG1 et l'MDA5. La conséquence de la stimulation de ces récepteurs de l'immunité innée qui sont spécialisés des infections virales est une signalisation intracellulaire qui active la production de cytokines. Alors, par exemple, ici nous avons le TLR3 et le TLR7 qui, lorsqu'ils reconnaissent des ARN d'origine virale, vont activer deux voies, parfois séparées, parfois chevauchées, de signalisation intracellulaire qui aboutissent d'une part à l'activation du récepteur plutôt du facteur de transcription NF-κB qui est spécialisé dans l'activation de la transcription de cytokines pro-inflammatoires ainsi que de chimiokines et de peptides antimicrobiens. Et d'autre part, elle aboutit à l'activation de facteurs de transcription qui sont les IRF, notamment l'IRF3 et l'IRF7. Ceux-là, par contre, lorsqu'ils transloquent dans le noyau, ils vont plutôt déclencher la transcription des gènes des interférents de type 1. Donc les interférents de type 1 sont l'interféron alpha et l'interféron bêta. Les interférents de type 1. Alors les interférents de type 1 sont sécrétés par soit les cellules infectées. Toute cellule qui est infectée par un virus peut sécréter des interférents de type 1, donc les interférents alpha et bêta. Ou alors, ils sont sécrétés par les cellules dendritiques, notamment les cellules dendritiques plasmacytoïdes, qui sécrètent des quantités massives d'interférents type 1. Leur synthèse n'est bien sûr pas spontanée, elle est déclenchée par la stimulation des PRR. Donc lorsque les PRR, donc les récepteurs de l'immunité innée, reconnaissent des motifs moléculaires d'origine virale, qu'ils soient des acides nucléiques ou des protéines, ils vont déclencher la production des interférents de type 1 par la cascade qu'on a vue tout à l'heure qui aboutit à l'activation des facteurs de transcription IRF3 et IRF7. Les interférents de type 1 sont classés en deux groupes. En premier, nous avons les interférents alpha, qui sont au nombre d'une vingtaine à peu près, et qui sont sécrétés surtout par des leucocytes. Donc, ils sont sécrétés par les monocytes, des macrophages, des fibroblastes, et plus spécialement par des cellules dendritiques plasmacytoïdes. Et puis, nous avons l'interféron bêta, qui est surtout sécrété par les fibroblastes. Ces interférents de type 1 ont une activité antivirale sur toutes les cellules par inhibition de l'initiation de la traduction des protéines virales, par inhibition de la synthèse des protéines virales elles-mêmes, et enfin par inhibition de la pénétration du bourgeonnement et de la libération des virions. Ils ont ici une activité immunologique par stimulation de l'activité lytique des lymphocytes NK et par stimulation de la synthèse et de l'expression des molécules de CMH de classe 1, qui jouent un rôle important dans la présentation antigénique pour l'initiation des réponses immunitaires adaptatives. Et enfin, les interférents de type 1 ont une activité antiproliférative, ça veut dire qu'ils inhibent la croissance cellulaire et, effet secondaire de l'inhibition de la prolifération, ils vont diminuer les réponses cellulaires au stade précoce de l'infection. Donc, les réponses par l'interféron ou les interférents de type 1 commencent lorsque une cellule est infectée par un virus. Dès que les PRR de cette cellule, donc les récepteurs de l'immunité innée de cette cellule, détectent la présence du virus, il y aura déclenchement de la sécrétion
d'interférents de type alpha par la séquence de signalisation qu'on a vue tout à l'heure. Donc surtout par l'activation des facteurs de transcription IRF3 et IRF7. Les interférents de type 1 possèdent des récepteurs sur les cellules voisines. Et c'est sur ces cellules voisines qu'il va jouer son rôle protecteur. Donc cette cytokine, lorsqu'elle se fixe sur la cellule voisine non infectée, elle va induire un état de protection, ce qui va favoriser un état de résistance à l'infection chez cette cellule, par plusieurs mécanismes. Déjà, il va inhiber la synthèse des protéines virales, il va favoriser la dégradation des acides nucléiques viraux, et même s'il y a justement réplication du virus et synthèse de ces protéines, il va quand même inhiber l'expression du génome viral et l'assemblée du virion. Les lymphocytes NK maintenant. Alors c'est un mécanisme important dans l'immunité antivirale précoce. Il intervient avant le développement des effecteurs de la réponse immunitaire adaptative. On l'a vu, les éléments de l'immunité innée interviennent avant les éléments de l'immunité adaptative. Les lymphocytes NK sont activés par différents mécanismes. L'un d'entre eux est la réduction de l'expression des molécules HLA de classe 1 par les cellules infectées, qui est un mécanisme d'échappement, par les ligands activateurs des lymphocytes NK qui sont exprimés par les cellules infectées, et ils agissent lorsque il y a un équilibre, ou plutôt une perturbation de l'équilibre entre les signaux qu'ils reçoivent. Les lymphocytes NK ont une activité qui dépend de la signalisation qu'ils reçoivent de la part de leurs récepteurs inhibiteurs et de leurs récepteurs activateurs. Donc, en temps normal, un lymphocyte NK qui reçoit seulement des signaux inhibiteurs, chose qui se produit devant une cellule normale, il est inhibé. Le lymphocyte NK, ou plutôt son activité, l'activité du lymphocyte NK est inhibée. Par contre, un lymphocyte NK qui est devant une cellule qui est infectée va recevoir beaucoup de signaux activateurs. Donc le lymphocyte NK va s'activer et il va tuer la cellule anormale, que ce soit une cellule infectée par un virus ou autre. Par exemple, une cellule tumorale. Alors voilà un exemple des récepteurs inhibiteurs. Les récepteurs inhibiteurs du lymphocyte NK sont surtout représentés par des molécules HLA de classe 1 qui sont exprimées à la surface de toutes les cellules nucléées de l'organisme. C'est comme ça que le lymphocyte NK est automatiquement et systématiquement inhibé devant une cellule du soi. Quand est-ce qu'il est activé? Il est activé lorsqu'il reçoit aussi des signaux activateurs, et des signaux activateurs en plus grand nombre que les signaux inhibiteurs. Alors, ces signaux activateurs sont fournis bien sûr par des cellules qui sont endommagées, des cellules qui sont infectées, etc. Mais l'activation du lymphocyte NK peut aussi se produire en cas d'absence du signal inhibiteur. Alors, certains virus, pour échapper aux réponses immunitaires adaptatives, vont recourir à des mécanismes d'échappement tels que la diminution de l'expression des molécules HLA de classe 1, qui sont nécessaires à la présentation de l'antigène viral au lymphocyte TCD8. Donc en diminuant l'expression des molécules HLA de classe 1, les cellules infectées par un virus échappent au lymphocyte TCD8, mais elles n'échappent pas au lymphocyte NK, qui interprète l'absence des molécules HLA de classe 1 comme une absence de signal inhibiteur, et donc il sera activé devant les autres signaux et il va tuer la cellule cible, la cellule infectée. On en arrive maintenant à l'immunité adaptative antivirale. Donc elle est médiée principalement par l'élément humoral qui sont les anticorps,
Alors, les anticorps bloquent la liaison des virus à leurs récepteurs cellulaires et empêchent ainsi leur entrée. On dit que les virus sont neutralisés. Et le deuxième élément, c'est un élément cellulaire qui est représenté par les CTL, les lymphocytes T cytotoxiques, qui, eux, vont éliminer l'infection une fois qu'elle est effective, et ce, en éliminant la cellule infectée entièrement. Premièrement, les anticorps. Alors, les anticorps sont les plus efficaces en termes de neutralisation lorsqu'ils sont des anticorps à haute affinité. Et les anticorps à haute affinité, ce sont ceux qui sont produits lors des réponses thymodépendantes au sein du centre germinatif. Le centre germinatif, comme on l'a vu lors du cours des réponses humorales, est le siège de plusieurs éléments qui vont augmenter l'affinité des anticorps produits et aussi qui vont modifier l'action des anticorps produits. Ces deux éléments majeurs sont les hypermutations somatiques qui augmentent l'affinité et le switch isotypique qui va modifier la classe de l'anticorps et donc lui fournir des actions effectrices différentes. Les anticorps ne sont efficaces que durant la phase extracellulaire du cycle de vie viral. Donc, puisque les anticorps ne peuvent pas atteindre un virus à l'intérieur de la cellule qui l'a infecté, ils ne peuvent agir que lors des phases extracellulaires. Donc, avant la pénétration du virus ou après la pénétration du virus. Avant infection de la cellule, il aura un effet neutralisant. Ou alors, l'anticorps peut agir après la libération du virus de la cellule. Et il va se libérer soit par bourgeonnement, ou alors soit par lyse cellulaire. Il peut complètement lyser la cellule qu'il a infectée. La cible des anticorps sur les virus, c'est des épitopes ou des antigènes qui se trouvent soit sur la capside protéique ou alors sur l'enveloppe. Donc en se liant aux antigènes de capside ou aux antigènes de l'enveloppe, ils vont neutraliser le virus et ainsi prévenir sa liaison aux récepteurs cellulaires et donc l'infection de nouvelles cellules. Les anticorps préviennent aussi bien l'infection initiale, c'est-à-dire au moment de l'entrée du virus pour la première fois dans l'organisme, que la propagation du virus de cellule à cellule. On souligne ici le rôle important des immunoglobulines sécrétoires, surtout des IgA sécrétoires, qui sont, comme vous le savez, des immunoglobulines qu'on retrouve surtout au niveau des sécrétions des muqueuses. Donc, par exemple, le vaccin de la polio orale, qui est un vaccin qui est administré par voie orale, comme son nom l'indique, et donc qui est automatiquement pris en charge par les cellules immunitaires des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, digestives de façon générale, mais surtout intestinales. Donc ce vaccin va induire la production de quantités importantes d'IgA sécrétoires neutralisantes, qui auront pour rôle de neutraliser le virus de la polio au niveau de sa porte d'entrée muqueuse. Les anticorps n'agissent pas seulement par neutralisation, mais ils agissent aussi par d'autres mécanismes, par exemple par opsonisation. Ils vont opsoniser des particules virales et faciliter leur clairance par les phagocytes. Ils agissent aussi par activation du complément. Donc l'activation du complément va renforcer l'opsonisation. Le complément opsonise de la même façon que les anticorps opsonisent, mais le complément agit aussi par lyse. Donc il va participer à la lyse des enveloppes virales par le complexe d'attaque membranaire. Et enfin, les anticorps peuvent recruter des cellules NK et activer leur ADCC, leur cytotoxicité cellulaire dépendante de l'anticorps, pour ainsi détruire les cellules infectées par le virus. Maintenant, on en arrive aux lymphocytes T cytotoxiques.
Alors, les lymphocytes T cytotoxiques agissent en éliminant les virus qui ont déjà été infectés, les virus qui ont déjà infecté des cellules. Parce que les virus qui ont déjà infecté des cellules sont inaccessibles aux anticorps. Elles jouent un rôle important dans la surveillance contre les infections virales via la surveillance des peptides présentés par les molécules HLA de classe 1. Il faut savoir que les lymphocytes T, de même que les lymphocytes NK, sont des cellules qui patrouillent. Elles patrouillent à la recherche de signaux activateurs à la surface des cellules de l'organisme. Donc le lymphocyte T patrouille à la recherche de molécules HLA de classe 1 qui lui présentent son peptide spécifique activateur. La plupart des lymphocytes T cytotoxiques sont des TCD8 qui sont activés par des cellules présentatrices d'antigènes via des molécules HLA de classe 1, mais il existe une sous-population minoritaire de lymphocytes T cytotoxiques qui sont CD8 positives, donc qui seront activés par des molécules HLA de classe, des peptides présentés par des molécules HLA de classe 2. La voie de présentation maintenant. Si la cellule infectée n'est pas une CPA, cette cellule peut être phagocytée par une cellule dendritique qui présentera les peptides viraux qu'elle aura digérés. On appelle ça la cross-présentation. Les deux principales voies de présentation sont la présentation par les molécules HLA de classe 1 lorsque l'antigène est intracellulaire et la présentation par les molécules HLA de classe 2 lorsque l'antigène est extracellulaire et donc phagocyté. Alors ici on voit qu'une cellule qui est infectée par un virus et qui naturellement présente des peptides viraux sur ces molécules HLA de classe 1 peut être phagocytée par une cellule dendritique. De là, la cellule dendritique, puisqu'elle a phagocyté cet antigène, elle va présenter des peptides antigéniques sur des molécules HLA de classe 2. Ces molécules HLA de classe 2 vont pouvoir activer des lymphocytes T CD4. Mais il faut aussi activer des lymphocytes T CD8. Et comment cette activation peut se faire? Soit c'est la CPA elle-même qui est infectée. Et dans ce cas-là, il existe des virus en intracellulaire et elle va présenter ces peptides par des molécules HLA de classe 1. Soit alors il se produit ce qu'on appelle la cross-présentation, dans laquelle des peptides antigéniques qui ont été phagocytés échappent au phagosome, passent dans le cytoplasme et empruntent la voie de présentation des antigènes endogènes. Donc, ils vont être traités comme des antigènes intracellulaires et présentés sur des molécules HLA de classe 1. De là, ces peptides viraux peuvent activer des lymphocytes T CD8 spécifiques de ce virus. Donc, on va pouvoir à la fois activer des lymphocytes T CD8 et des lymphocytes T CD4 qui sont aussi nécessaires à la réaction cellulaire. Après l'activation des lymphocytes T CD8, il faut aussi que ces cellules se différencient. Alors la différenciation des lymphocytes T CD8 se fait sous l'action de cytokines. Ces cytokines peuvent être originaires des lymphocytes T CD4 qui sont activés en même temps que les lymphocytes T CD8. Ils peuvent être activés par les mêmes cellules dendritiques, l'un par les molécules HLA de classe 1 et l'autre par des molécules HLA de classe 2. Donc le TCD4 helper, dans ce cas-là, puisque c'est un lymphocyte T qui va mener une réponse cellulaire, c'est très probablement un lymphocyte TH1. Le lymphocyte TH1 va sécréter des cytokines de type IL2, de type interféron gamma, etc., qui vont favoriser l'activation du lymphocyte T CD8, mais aussi ils vont induire sa différenciation
ont ce qu'on appelle les CTL, les lymphocytes T cytotoxiques, qui sont des lymphocytes qui possèdent une morphologie un peu plus grande et surtout qui possèdent des granules cytotoxiques matures et en plus grand nombre dans leur cytoplasme. Donc ce sont celles-là, les cellules effectrices, qui vont avoir l'action cytotoxique. Cette différenciation peut aussi être causée par des cytokines qui sont sécrétées par la cellule dendritique elle-même. Donc sous l'action du lymphocyte T CD4, après la coopération entre la CPA et le lymphocyte T CD4 qui va lui fournir des signaux de co-stimulation par le CD40 ligand, cette cellule dendritique peut aussi se polariser et fournir au lymphocyte T CD8 des cytokines qui vont induire sa différenciation en CTL. On en arrive maintenant au principe de la latence virale. Alors, la latence virale est un état d'équilibre entre infection et réponse immunitaire. Ça veut dire que l'organisme n'est pas en état d'infection symptomatique et en même temps l'organisme ne s'est pas débarrassé complètement du virus. Les CTL générés pendant la réponse antivirale contrôlent l'infection, mais dans ce cas-là, ils sont incapables de l'éradiquer complètement. Donc, le virus va persister parfois à vie. Ça concerne surtout certaines familles d'herpès, pas tous les virus sont capables de latence, mais ça concerne surtout les virus de la famille des herpès viridés. Donc les herpès type 1 et type 2, le virus de varicelle zona, l'Epstein-Barr virus, etc. Et certains virus à ADN qui sont connus pour leur latence. La réactivation, dans ce cas des virus, est associée à l'expression des gènes responsables des effets cytopathogènes et à la propagation du virus. La réactivation est aussi causée par tout état d'immunodépression, que ce soit permanent ou que ce soit un état qui est passager. La réponse antivirale délétère. Alors, dans certaines infections, les lésions tissulaires ne sont pas forcément dues au virus, mais elles sont dues à la réponse immunitaire qui est enclenchée contre ce virus. On parle ici d'effets immunopathogènes. Donc, c'est le système immunitaire qui est l'origine des lésions. Donc, cet effet immunopathogène, il est dû à l'activité cytolytique des cellules NK et des cellules T cytotoxiques qui vont détruire les cellules infectées et toutes les cellules qui expriment l'antigène viral. On observe cet effet devant des infections à virus qui sont non cytopathogènes par eux-mêmes, mais par contre qui stimulent des réponses immunitaires cytotoxiques importantes, qui vont, elles, causer ces lésions tissulaires. Quelques exemples. Certains modèles expérimentaux qui sont utilisés pour étudier ce genre de phénomène, comme la chorioméningite lymphocytaire chez la souris, ou alors chez l'homme, nous avons l'exemple du virus de l'hépatite B, qui stimule des réponses cytotoxiques importantes qui vont donner un syndrome de cytolyse hépatique important. D'autres exemples, la circulation de complexes humains et leur dépôt dans les vaisseaux, qui vont donner des vascularites, toujours ici avec le virus de l'hépatite B, ce qui est d'ailleurs un phénomène d'hypersensibilité de type 3. Et enfin, on peut avoir des peptides viraux qui présentent des similitudes avec des peptides du foie, ce qui génère des réponses auto-immunes par mimétisme moléculaire. Donc ça va conduire le système immunitaire à attaquer des tissus qui sont sains en plus des tissus qui sont infectés. On va finir sur les stratégies d'évasion virale. Alors les virus, comme d'autres organismes pathogènes, ont développé des stratégies d'évasion qui leur permettent
d'échapper au système immunitaire. Et ces stratégies et mécanismes sont divers et variés. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les variations antigéniques. Les variations antigéniques, c'est lorsqu'un virus change de façon importante ou de façon progressive son matériel génétique. On parle de drift lorsqu'il y a un changement progressif et de shift lorsqu'il y a un changement brusque et important du matériel génétique. Et ça, ce sont des phénomènes qu'on observe surtout dans des virus comme les virus de la grippe. Les virus de la grippe sont connus pour ces variations antigéniques, ce qui explique que la grippe varie d'une saison à une autre. Donc la différence entre les virus de la grippe qui apparaissent d'une saison à une autre sont surtout dues à un changement progressif, donc c'est un drift. Et enfin, les shifts, les changements brusques dans le matériel génétique du virus de la grippe vont surtout donner des épidémies de grippe, comme par exemple les épidémies de grippe porcine et de grippe aviaire qu'on a vu par le passé. Deuxième mécanisme, le virus peut interférer avec le processus de présentation de peptides antigéniques. Donc il va empêcher d'une façon ou d'une autre que ces peptides antigéniques soient présentés aux lymphocytes T. Le virus peut aussi produire des molécules HLA leurres. Les molécules HLA leurres, ce sont des molécules qui ressemblent aux molécules HLA, qui ne sont pas des molécules HLA, mais qui ont une structure suffisamment similaire pour tromper un lymphocyte NK, qui va les reconnaître comme ligand pour ces récepteurs inhibiteurs. Donc ces molécules HLA leurres vont inhiber le lymphocyte NK. Quatrièmement, nous avons la production d'homologues de récepteurs de cytokines. Les cytokines sont des molécules de communication du système immunitaire et elles sont nécessaires pour transmettre un message d'activation ou de différenciation ou de prolifération, etc., aux cellules du système immunitaire. Lorsqu'un virus mène à la production d'homologues de récepteurs de cytokines, donc des molécules qui ressemblent à des récepteurs de cytokines, il va permettre de capturer dans le milieu extérieur les cytokines et donc de les empêcher d'arriver à leur cible cellulaire. Donc il va freiner l'action de ces cytokines. Un virus peut aussi agir en détruisant des cellules immunitaires. Par exemple, des virus tels que le virus de la rougeole, ou alors plus connu le virus du sida, donc l'HIV, vont carrément infecter des cellules immunitaires et les détruire. Certains virus agissent aussi par inhibition du complément, c'est-à-dire qu'ils vont produire des molécules qui ressemblent à des molécules de régulation du complément, qui inhibent l'activation ou l'action du système du complément. D'autres virus agissent par inhibition de la reconnaissance des virus par les récepteurs de l'immunité innée, donc ils vont interférer avec le mécanisme de reconnaissance par les PRR. Et enfin, les virus peuvent agir par induction d'un état d'épuisement lymphocytaire. Un lymphocyte qui est activé pendant très longtemps, au bout d'un certain temps, il va s'autoréguler et inhiber son activité. Donc ça mène à la production d'un pool de lymphocytes qui ont été activés longtemps et qui vont s'épuiser. C'est pour ça qu'on appelle ça l'épuisement lymphocytaire. Alors, ceci est un schéma qui résume quelques-uns des mécanismes d'évasion qu'utilisent les virus. Alors, un virus peut agir par inhibition de l'activité du protéasome. Le protéasome est un complexe enzymatique qui intervient dans la présentation en dégradant les peptides intracellulaires
qui seront plus tard présentées par des molécules HLA de classe 1. Donc les antigènes intracellulaires, avant d'être présentés sur les molécules HLA de classe 1, ils doivent être dégradés. Et le complexe enzymatique qui les dégrade est appelé le protéasome. Certains virus inhibent directement ce protéasome. Certains virus bloquent les protéines de transport des peptides antigéniques, qu'on appelle les protéines TAP. Ce sont les protéines qui permettent le transport des peptides issus du protéasome vers le réticulum endoplasmique où ils seront chargés sur les molécules HLA de classe 1. Certains virus vont agir à ce niveau-là, donc soit ils vont bloquer la synthèse des molécules HLA de classe 1 ou 2, ou alors, une fois que ces molécules sont synthétisées, ils vont les détacher du réticulum endoplasmique. Alors les deux mécanismes auront pour conséquence la même chose, le même résultat, c'est la diminution d'expression des molécules HLA dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, nous avons ici des exemples des leurres de molécules HLA, des molécules HLA leurres. Donc on a dit que ce sont des molécules qui ressemblent à des molécules HLA. Donc lorsqu'elles sont exprimées sur la cellule infectée, elles vont faire croire au lymphocyte NK que cette cellule est une cellule normale qui exprime des molécules HLA sans présenter de peptides viraux, ce qui va inhiber le lymphocyte NK. On en arrive au mécanisme d'épuisement lymphocytaire. L'épuisement lymphocytaire est un mécanisme d'échappement qu'on observe lors de certaines infections virales chroniques. Et il est caractérisé par l'expression de ligands inhibiteurs des lymphocytes T, comme par exemple des ligands du récepteur PD1. En temps normal, la réponse immunitaire cellulaire par des lymphocytes T CD8 aboutit, lorsqu'il y a interaction entre lymphocyte T et la cellule infectée par un virus, cette réponse en temps normal aboutit à la destruction de la cellule infectée. Ce qu'on observe pendant certaines infections virales chroniques, c'est la production de ce qu'on appelle des lymphocytes T épuisés. Les lymphocytes T qui ont été activés pendant de longues périodes expriment des récepteurs inhibiteurs. L'expression de ces récepteurs inhibiteurs est un mécanisme physiologique qui fait partie des mécanismes de régulation de l'activation et de l'activité des lymphocytes T. Donc c'est une expression qui est normale. Ce qui n'est pas normal par contre, et ce qui constitue le mécanisme d'échappement, c'est l'expression par les cellules infectées des ligands inhibiteurs de ces récepteurs. Donc une cellule infectée par un virus qui exprime le ligand inhibiteur va stimuler le récepteur inhibiteur et donc va inhiber l'activation ou l'activité du lymphocyte T. Ça mène à la production de lymphocytes T anergiques qui sont certes activés mais qui sont incapables de répondre contre les infections virales. Résultat, nous avons des lymphocytes T épuisés, activés mais inactifs, donc anergiques, et la survie des cellules infectées par le virus. Donc, c'est le mécanisme d'échappement qu'on appelle l'épuisement lymphocytaire.